Le cri perça la nuit comme une lame. « On ne nous abandonnera pas !» hurla Éloi, sa voix rauque résonnant dans les ruelles pavées de Montmartre. Sous la lueur vacillante des lampadaires, Lynn, à ses côtés, serrait sa main si fort que ses jointures blanchissaient, son regard fixé sur la foule qui s'amassait. Paris, automne 2025. La ville, si souvent chantée pour son romantisme, semblait ce soir-là trembler sous le poids d'une colère collective. Éloi, 32 ans, ancien libraire au chômage, et Lynn, 28 ans, artiste de rue et femme trans d'origine vietnamienne, se tenaient au cœur d'une manifestation qui allait changer leur vie. Ils n'étaient pas seuls. Des dizaines de personnes, jeunes et moins jeunes, queer, CIS, trans, de toutes origines, s'étaient réunies pour dénoncer une injustice criante. Leur assurance santé, celle censée protéger les plus vulnérables, avait décidé de cesser de couvrir les soins liés à la transition de genre et les traitements VIH. Une trahison. Une gifle. Éloi n'avait jamais voulu être un héros. Grand, les cheveux châtains en bataille, il avait toujours préféré les livres aux barricades. Fils d'un ouvrier de la SNCF et d'une professeure de littérature, il avait grandi dans une petite maison de banlieue parisienne, bercé par les récits de Zola et les chansons de Brel. Mais la vie l'avait rattrapé. Après avoir perdu son emploi à cause de la fermeture de sa librairie, il s'était retrouvé à jongler entre petits boulots et factures impayées. C'est dans un café du Marais, un soir pluvieux, qu'il avait rencontré Lynn. Lynn, elle, était une tempête. Née à Hanoï, arrivée en France à l'âge de 5 ans avec ses parents, elle avait toujours su qu'elle était différente. À 18 ans, elle avait entamé sa transition, un parcours semé d'embûches, de regards hostiles et de portes fermées. Mais Lynn avait une arme, son article. Ses peintures murales, vibrantes et audacieuses, ornaient les murs du 20e arrondissement, racontant des histoires de lutte et d'amour. Quand elle avait appris que son assurance, celle pour laquelle elle payait chaque mois une somme exorbitante, refusait désormais de couvrir ses hormonothérapies, quelque chose en elle s'était brisé. Puis, s'était enflammé. Ce soir-là, dans les rues de Montmartre, Éloi et Lynn n'étaient plus seulement un couple. Ils étaient une étincelle. La foule scandait leur nom, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Nos corps, nos droits » et « L'assurance pour tous ». La nouvelle de leur combat s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, relayée par des activistes, des influenceurs et même des politiciens opportunistes. Mais pour eux, ce n'était pas une question de gloire. C'était une question de survie. Leur histoire avait commencé 1 an plus tôt, dans ce café du Marais. Éloi, épuisé par une journée de livraison à vélo, était entré pour échapper à la pluie. Lynn était là, esquissant une fresque sur un carnet, ses doigts tachés de peinture. Il avait été attiré par son énergie, par la façon dont elle semblait défier le monde avec un simple crayon. « Tu dessines quoi » avait-il demandé, timidement. Elle avait levé les yeux, un sourire en coin. La liberté. Ce mot, si simple, avait scellé leur rencontre. Ils avaient passé des heures à parler, à rire, à partager leurs blessures. Éloi, qui n'avait jamais vraiment réfléchi à sa sexualité, s'était surpris à tomber amoureux de Lynn, de son courage, de sa fragilité assumée. Lynn, elle, avait trouvé en Éloi une ancre, quelqu'un qui la voyait pour ce qu'elle était, sans condition. Leur amour, né dans les marges d'une société qui les jugeait trop souvent, était devenu leur force. Mais ce soir, dans les rues de Paris, l'amour ne suffisait pas. La décision de l'assurance, annoncée sans préavis, avait mis en péril la vie de milliers de personnes. Lynn, qui dépendait de ces traitements pour vivre pleinement sa vérité, se sentait trahie. Éloi, lui, bouillait de rage face à l'injustice. Ils avaient décidé de ne pas se taire. Avec l'aide d'une petite association LGBT, ils avaient organisé cette première manifestation, pensant qu'elle resterait modeste. Ils s'étaient trompés. La foule grossissait, et avec elle, la tension. Des CRS, en rang serré, bloquaient l'accès à la place du Tertre. Les slogans fusaient, les poings se levaient. Lynn, perchée sur une estrade improvisée, prit le mégaphone. « Nous ne sommes pas des numéros sur une facture », cria-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Nous sommes des êtres humains, et nous méritons le respect. » La foule explosa en acclamations. Éloi, à ses côtés, sentit son cœur battre à tout rompre. Il n'était pas prêt pour ce combat, mais il n'avait plus le choix. Soudain, un mouvement dans la foule. Une jeune femme, Camille, 24 ans, étudiante en sociologie et militante queer, s'avança avec une caméra. Elle diffusait la scène en direct sur une plateforme en ligne, capturant chaque instant. « Regardez-les » lança-t-elle à son audience virtuelle. « Ils se battent pour nous tous. » Camille, avec ses lunettes rondes et son écharpe arc-en-ciel, était devenue une alliée inattendue. Elle avait rejoint le mouvement après avoir lu un post d'Éloi sur X,
où il dénonçait l'injustice de l'assurance. Son énergie et sa maîtrise des réseaux sociaux avaient transformé leurs cris en un raz-de-marée. Mais tout ne se passait pas comme prévu. Dans l'ombre, des opposants s'organisaient. Des groupes conservateurs, tapis derrière des pseudonymes sur X, lançaient des campagnes de désinformation, accusant Éloi et Lynn de semer le chaos. Des menaces commençaient à arriver, anonymes mais glaçantes. Lynn, en lisant un message qui promettait de la faire taire, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Éloi, en voyant son visage pâlir, passa un bras autour d'elle. « On ne les laissera pas gagner », murmura-t-il. Ce soir-là, alors que la manifestation s'achevait dans une cacophonie de chants et de sirènes, Éloi et Lynn rentrèrent chez eux, un petit appartement mansardé près de Belleville. Ils s'effondrèrent sur leur canapé, épuisés mais électrisés. « On a commencé quelque chose », dit Lynn, les yeux brillants. « Quelque chose de grand. » Éloi hocha la tête, mais au fond de lui, une peur grandissait. Jusqu'où ce combat les mènerait-il? Et à quel prix? Les jours suivants, Paris semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les hashtags assurance pour tout et nos droits nos vies dominaient les tendances. Éloi et Lynn, propulsés malgré eux sous les feux des projecteurs, devenaient des symboles. Mais la lumière attire aussi les ombres. Dans leur appartement, le couple tentait de reprendre son souffle. Lynn, assise à la table de la cuisine, parcourait les commentaires sur son téléphone. Certains étaient encourageants, débordants de soutien. D'autres, venimeux, laissaient des cicatrices invisibles. « Ils disent que je suis une menace pour la société », murmura-t-elle, les lèvres pincées. Éloi, en train de préparer du thé, posa la bouilloire et s'approcha. « Ils ont peur de toi », dit-il doucement, « parce que tu es plus forte qu'eux. » Mais la force, même celle de Lynn, avait ses limites. La jeune femme passait des nuits blanches, hantée par l'idée que son traitement hormonal, vital pour son bien-être, pourrait bientôt devenir inabordable. Éloi, de son côté, luttait contre ses propres démons. Il n'avait jamais aimé être au centre de l'attention, et la pression des médias, qui le dépeignaient tantôt comme un héros, tantôt comme un agitateur, le rongeait. Leur combat prit une nouvelle tournure lorsqu'ils reçurent un appel de Camille. La jeune militante, avec son enthousiasme débordant, avait organisé une rencontre avec une avocate, Claire Dubois, spécialisée dans les droits humains. Claire, 45 ans, était une femme imposante, avec des cheveux poivre et sel et un regard perçant. Originaire de Lyon, elle avait fait carrière en défendant les causes perdues. « Votre combat est plus grand que vous », leur dit-elle dans un bureau encombré de dossiers, près de la place de la République. « Si nous prouvons que cette décision d'assurance est discriminatoire, nous pouvons changer la loi. » L'idée d'un procès était à la fois excitante et terrifiante. Lynn, pragmatique, demanda « Quelles sont nos chances ?» Claire esquissa un sourire. Mince, mais pas nul. Elle leur expliqua que l'assurance, une puissante compagnie privée, avait des avocats redoutables et des appuis politiques. Mais elle croyait en leur cause. « Vous avez la France de votre côté », ajouta-t-elle. Enfin, une partie. Cette « partie » grandissait chaque jour. Les manifestations se multipliaient, de Lyon à Marseille, de Lille à Toulouse. Des étudiants, des artistes, des familles, des retraités rejoignaient le mouvement. Camille, avec son talent pour mobiliser, avait créé une chaîne sur X où des témoignages affluaient. Une femme trans de Bordeaux qui avait dû arrêter ses traitements, un homme séropositif de Nice qui ne pouvait plus payer ses médicaments. Chaque histoire était un coup de poing, un rappel de l'urgence. Mais le succès attirait aussi les ennuis. Une nuit, alors qu'Éloi et Lynn rentraient d'une réunion avec d'autres activistes, ils trouvèrent leur porte fracturée. À l'intérieur, leur appartement était sens dessus dessous. Des insultes homophobes et transphobes, griffonnées en rouge sur les murs, souillaient leur refuge. Lynn, en voyant ses toiles déchirées, s'effondra en larmes. Éloi, tremblant de rage, appela la police. Mais les officiers, débordés, se contentèrent d'un rapport rapide. « Probablement des gamins », dirent-ils, sans conviction. Ce n'étaient pas des gamins. Éloi en était certain. Les menaces sur X s'intensifiaient, certaines mentionnant des détails précis sur leur vie, leurs habitudes. Quelqu'un les observait. Lynn, malgré sa peur, refusa de céder. « S'ils pensent qu'ils peuvent nous briser, ils se trompent », dit-elle, essuyant ses larmes. Elle prit un pinceau et, sur un mur encore intact, commença à peindre un arc-en-ciel. « C'est notre maison, notre combat. » Éloi, inspiré par son courage, décida qu'il était temps d'agir. Avec Camille et Claire, ils planifièrent une action spectaculaire, une occupation symbolique du siège de l'assurance, à la Défense. Ce serait risqué, mais l'impact pourrait être énorme. Ils passèrent des nuits à organiser, à recruter des volontaires,
à rédiger des discours. Lynn, avec son talent artistique, conçut des bannières qui claquaient au vent, portant des messages comme « Nos vies ne sont pas négociables ». Le jour J, sous un ciel gris et menaçant, des centaines de manifestants convergèrent vers la défense. Éloi et Lynn, main dans la main, menaient la marche. Camille filmait, Claire distribuait des tracts légaux. La tour de verre de l'assurance se dressait devant eux, froide et imposante. Ils savaient que la police ne tarderait pas à intervenir. Mais pour la première fois, Éloi sentit qu'il pouvait gagner. Alors qu'il pénétrait dans le hall, une alarme retentit. Les vigiles, dépassés, tentèrent de les repousser. Lynn, avec une audace qui fit taire la foule, grimpa sur un bureau et brandit une pancarte. « Vous ne nous effacerez pas ». La scène, diffusée en direct par Camille, fit le tour du pays. La France entière regardait. Le hall de l'assurance était un chaos organisé. Les pancartes colorées flottaient comme des drapeaux de guerre, les slogans résonnaient contre les murs de verre. Lynn, debout sur le bureau, semblait incarner une force plus grande qu'elle-même. Éloi, à ses côtés, criait des instructions pour maintenir l'ordre. Mais la police arriva plus vite qu'il ne l'avait prévu. Les sirènes hurlaient dehors, et bientôt, des CRS en tenue anti-émeute envahirent le hall. « Dispersez-vous » ordonna un officier, sa voix amplifiée par un mégaphone. Mais la foule, galvanisée par Lynn, ne bougea pas. Éloi sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais vu autant de détermination dans un seul endroit. Camille, toujours en train de filmer, murmura « Ça va changer les choses ». Mais le changement avait un prix. Alors que les CRS avançaient, certains manifestants furent repoussés violemment. Lynn, descendu du bureau, fut bousculé et tomba. Éloi se précipita pour l'aider, mais un officier l'attrapa par le bras. « Lâchez-moi » cria-t-il, se débattant. Lynn, en se relevant, hurla « Ne le touchez pas ». La tension monta d'un cran, et pendant un instant, tout sembla sur le point d'exploser. C'est alors que Claire intervint. Avec un calme impressionnant, elle s'interposa, brandissant des documents juridiques. « Cette occupation est pacifique », déclara-t-elle aux officiers. « Vous n'avez aucun droit d'utiliser la force. » Sa présence, autoritaire et posée, désamorça la situation. Les CRS reculèrent, et les manifestants purent se regrouper à l'extérieur. Mais l'incident fit la une des journaux. Les images de Lynn tombant, d'Éloi se débattant, furent reprises partout. Les médias, divisés, oscillaient entre soutien et critique. Certains louaient leur courage, d'autres les accusaient de perturber l'ordre public. Sur X, les débats faisaient rage. Un hashtag, soutien Éloi Lynn, émergea, porté par des milliers de voix anonymes. Dans leur appartement, Éloi et Lynn tentaient de digérer les événements. Lynn, un bleu sur le bras, fixait le mur où son arc-en-ciel peint séchait encore. « On a fait du bruit », dit-elle, un sourire fatigué aux lèvres. Éloi hocha la tête. Trop, peut-être. Il ne pouvait s'empêcher de penser aux menaces, à la porte fracturée, aux regards hostiles qu'il croisait parfois dans la rue. Le lendemain, Claire les convoqua pour une réunion d'urgence. « L'assurance veut négocier », annonça-t-elle. Éloi et Lynn échangèrent un regard, incrédules. « Négocier » répéta Lynn. « Ils nous ont trahis. » Claire leva une main. « Ils ont peur. Votre action à la défense a mis la pression. Mais attention, ils vont essayer de vous diviser. » La réunion avec l'assurance eut lieu dans une salle de conférence austère, sous les néons blafards d'un immeuble parisien. Face à eux, un homme en costume, Marc Lefebvre, directeur des relations publiques de l'assurance. Il parlait avec une politesse glaciale, proposant des solutions partielles. Une couverture limitée pour certains traitements, à condition que le mouvement cesse ses manifestations. Eloi sentit la colère monter. « Vous pensez qu'on va accepter des miettes » lança-t-il. Lynn, plus mesurée, ajouta « Vous avez brisé la confiance de milliers de personnes. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de dignité. » Marc Lefebvre esquissa un sourire crispé. « Nous comprenons votre passion. Mais soyez réaliste. » Lynn serra les poings sous la table. Realists. Elle avait passé sa vie à défier le réalisme des autres. En quittant la réunion, il savait que l'assurance ne céderait pas facilement. Mais quelque chose avait changé. Leur mouvement, né d'une colère spontanée, prenait une ampleur nationale. Des avocats, des médecins, des politiciens commençaient à se rallier à leur cause. Même des employés de l'assurance, en secret, leur envoyaient des messages de soutien. Pourtant, le danger grandissait. Une nuit, alors qu'ils rentraient d'un rassemblement, une voiture les suivit pendant plusieurs rues. Éloi, le cœur battant, entraîna Lynn dans une ruelle sombre.
Ils restèrent là, cachés, jusqu'à ce que la voiture disparaisse. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmura Éloi. Lynn, blotti contre lui, répondit « On n'a pas le choix. » L'hiver s'installait sur Paris, et avec lui, une tension croissante. Les manifestations continuaient, mais chaque rassemblement semblait plus risqué. Éloi et Lynn vivaient désormais sous une surveillance constante, non seulement de la police, mais aussi d'inconnus qui semblaient les suivre dans l'ombre. Pourtant, ils refusaient de plier. Camille, toujours à leur côté, proposa une nouvelle stratégie, une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale. « On doit toucher le cœur des gens », dit-elle, ses lunettes embuées par le froid. Elle suggéra une série de vidéos, réalisées avec des témoignages de personnes affectées par la décision de l'assurance. Lynn, avec son talent artistique, prit en charge la direction visuelle. Éloi, quant à lui, rédigea des textes percutants, puisant dans son amour des mots. Les vidéos, diffusées sur X et d'autres plateformes, devinrent virales. Une femme trans de 50 ans racontait comment l'arrêt de son traitement l'avait plongée dans la dépression. Un jeune homme séropositif parlait de son combat pour rester en vie. Chaque histoire était un cri, un appel à l'humanité. Lynn, en montant les images, pleurait souvent. « C'est trop lourd », confia-t-elle à Éloi une nuit. Il la serra dans ses bras. « C'est lourd, mais c'est nécessaire. » Leur mouvement gagnait en légitimité, mais les attaques s'intensifiaient. Un groupe d'extrême droite organisa une contre-manifestation, brandissant des pancartes accusant Éloi et Lynn de « détruire les valeurs françaises ». Les médias conservateurs amplifiaient ces voix, peignant le couple comme des fauteurs de troubles. Lynn, en lisant un article qui la qualifiait de « danger public », éclata de rire, un rire amer. « Moi, un danger ? Je veux juste vivre. » Claire, leur avocate, travaillait sans relâche pour monter un dossier juridique. Elle découvrit que l'assurance avait enfreint plusieurs lois européennes sur la non-discrimination. « Si nous gagnons ce procès, » expliqua-t-elle, « nous pouvons forcer une réforme nationale. » Mais le chemin était semé d'embûches. L'assurance engagea une équipe d'avocats internationaux, déterminés à écraser leur cause. Un soir, alors que Lynn peignait une nouvelle fresque dans une rue de Belleville, un homme l'approcha. Grand, vêtu d'un manteau noir, il avait un regard glacial. « Tu devrais arrêter, » dit-il, sa voix basse et menaçante. « Pour ton bien. » Lynn, le pinceau en main, ne s'y pas, et toi, tu devrais apprendre à respecter les autres. L'homme partit sans un mot, mais Lynn sentit une peur nouvelle s'installer en elle. Elle en parla à Éloi, qui insista pour qu'ils renforcent leur sécurité. Ils changèrent leurs habitudes, évitèrent les trajets seuls, installèrent une alarme dans leur appartement. Mais la peur ne les arrêta pas. Au contraire, elle les poussa à aller plus loin. Ils organisèrent un grand rassemblement place de la Bastille, avec des artistes, des musiciens, des orateurs. Lynn peignit une fresque en direct, un portrait d'une France inclusive, où chaque couleur de l'arc-en-ciel avait sa place. La foule, immense, chantait et dansait sous la pluie. Éloi, prenant la parole, déclara « Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons la justice. » Ces mots, amplifiés par les haut-parleurs, firent vibrer la place. Lynn, à ses côtés, sentit une chaleur l'envahir. Pour la première fois, elle crut vraiment qu'ils pouvaient gagner. Mais cette nuit-là, tout bascula. En rentrant chez eux, ils trouvèrent une enveloppe glissée sous leur porte. À l'intérieur, une photo d'eux, prise à leur insu, avec un message « Arrêtez ou vous le regretterez ». Lynn, tremblante, laissa tomber la photo. Éloi, le visage blême, murmura « Ils ne nous auront pas ». La photo les hantait. Chaque ombre dans la rue, chaque bruit dans l'escalier semblait porter une menace. Éloi et Lynn vivaient désormais dans un état de vigilance constante, mais leur détermination ne faiblissait pas. Ils savaient que reculer maintenant, c'était abandonner tous ceux qui comptaient sur eux. Camille, toujours pleine d'idées, proposa de porter leur combat à l'international. « Si la France ne nous écoute pas, le monde le fera », dit-elle. Avec l'aide de militants européens, ils organisèrent une campagne sur les réseaux sociaux, traduisant leurs messages en anglais, espagnol, allemand. Des associations LGBT à Berlin, Madrid et Londres relayèrent leur cause. Une pétition, lancée sur une plateforme internationale, recueillit des millions de signatures. Mais l'assurance contre-attaqua. Lors d'une conférence de presse, Marc Lefebvre annonça un « programme de soutien » pour les personnes affectées, une manœuvre évidente pour apaiser l'opinion publique. Lynn, en regardant la retransmission, serra les dents. Ils pensent qu'ils peuvent acheter notre silence. Éloi, plus pragmatique, répondit « Laissons-les croire ça. Ça nous donne du temps. » Claire, leur avocate, finalisait le dossier pour le procès.
Elle avait rassemblé des témoignages, des expertises médicales, des preuves de discrimination. Mais l'assurance jouait la montre, multipliant les recours pour retarder l'audience. « Ils veulent nous épuiser », expliqua Claire. « Mais nous sommes plus tenaces qu'eux. » Un soir, alors qu'il préparait une nouvelle manifestation, Lynn reçut un appel anonyme. Une voix déformée murmura « Tu ne verras pas le procès ». Elle raccrocha, le cœur battant, mais ne dit rien à Éloi. Elle ne voulait pas l'inquiéter davantage. Pourtant, cette menace, plus directe que les autres, la secoua profondément. Pour la première fois, elle se demanda si elle avait la force de continuer. Éloi, sentant son trouble, insista pour qu'ils prennent une pause. Ils s'échappèrent un week-end à Étretat, loin du tumulte parisien. Sous les falaises blanches, face à la mer déchaînée, ils retrouvèrent un semblant de paix. « On va y arriver », murmura Éloi, enlaçant Lynn. Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, le doute persistait. À leur retour, une nouvelle leur redonna espoir. Un grand journal national publia une enquête accablante sur les pratiques de l'assurance, révélant des années de discrimination systémique. L'article, basé sur des fuites internes, cita des employés qui avaient vu leurs supérieurs falsifier des rapports pour justifier leurs décisions. Le scandale fit l'effet d'une bombe. L'assurance, acculée, perdait la confiance du public. Galvanisés, Éloi et Lynn organisèrent une nouvelle manifestation, cette fois devant l'Assemblée nationale. Des milliers de personnes se réunirent, brandissant des pancartes et des drapeaux. Lynn, prenant la parole, déclara « Nous ne sommes pas ici pour demander des faveurs. Nous sommes ici pour exiger nos droits. » La foule rugit, et pour la première fois, des députés se joignirent à eux, promettant de porter leur cause au Parlement. Mais la victoire semblait encore loin. Les menaces continuaient, plus insidieuses. Une nuit, alors qu'ils dormaient, une pierre brisa la fenêtre de leur appartement. Attachée à la pierre, une note « Dernier avertissement ». Lynn, en ramassant les éclats de verre, sentit la colère l'emporter sur la peur. « Ils veulent nous faire taire », dit-elle à Éloi. « Eh bien, ils vont nous entendre. » Le printemps 2026 arriva, et avec lui, une lueur d'espoir. Le procès contre l'assurance était enfin fixé. Claire, Éloi et Lynn passaient des heures à préparer leurs témoignages, répétant chaque mot, anticipant chaque question. « Ce ne sera pas facile », prévint Claire. « Ils vont essayer de vous discréditer. » Lynn, les yeux brillants, répondit qu'ils essaient. Le tribunal, un bâtiment imposant près du palais de justice, était entouré de journalistes et de manifestants. À l'intérieur, l'atmosphère était étouffante. Marc Lefebvre, flanqué de ses avocats, affichait une assurance arrogante. Mais Lynn, en prenant la parole, transforma la salle. Elle raconta son parcours, sa transition, les combats qu'elle avait menés pour être elle-même. « Je ne demande pas la pitié, » dit-elle, la voix claire. « Je demande la justice. » Éloi, à son tour, parla avec une émotion contenue. Il décrivit leur amour, leur lutte, la peur qui les suivait chaque jour. « Nous ne sommes pas des héros, » conclut-il. « Nous sommes des gens ordinaires qui veulent vivre dignement. » La salle, silencieuse, semblait suspendue à ces mots. Les avocats de l'assurance, comme prévu, tentèrent de les déstabiliser. Ils posèrent des questions intrusives, remirent en doute leur crédibilité. Mais Lynn et Éloi tinrent bon, soutenus par Claire, qui contre-attaqua avec une précision chirurgicale. Les preuves s'accumulaient, des courriels internes, des témoignages d'employés, des rapports médicaux. L'assurance, acculée, perdait du terrain. Dehors, la foule grossissait. Camille, fidèle au poste, diffusait le procès en direct. Les hashtags Justice pour tout et Éloi Lynn dominaient les réseaux. Des manifestations spontanées éclataient dans d'autres villes, de Strasbourg à Nice. La France entière semblait retenir son souffle. Mais les menaces ne s'arrêtaient pas. Une nuit, alors qu'ils quittaient le tribunal, une voiture tenta de les renverser. Éloi, par réflexe, poussa Lynn hors du chemin, mais il fut légèrement blessé. À l'hôpital, alors que Lynn veillait sur lui, elle éclata en sanglots. « Je ne veux pas te perdre », murmura-t-elle. Éloi, malgré la douleur, sourit. « Tu ne me perdras pas. » Cet incident, relayé par les médias, galvanisa encore plus leur soutien. Des célébrités, des intellectuels, des citoyens ordinaires se mobilisèrent. Une pétition, demandant une enquête sur les menaces, recueillit des centaines de milliers de signatures. La police, sous pression, ouvrit enfin une investigation sérieuse. À mesure que le procès avançait, l'assurance commença à céder. Lors d'une audience, Marc Lefebvre annonça qu'ils étaient prêts à rétablir une partie des couvertures, à condition que le mouvement cesse ses actions.
Lynn, en entendant cette proposition, murmura à Éloi, « Ils pensent encore qu'ils peuvent nous acheter. » Claire, de son côté, refusa l'offre. « Nous voulons une victoire complète, » dit-elle. Les semaines passaient, et le procès devenait une bataille d'usure. Lynn et Éloi, épuisés, trouvaient du réconfort dans les petites victoires. Chaque témoignage, chaque article, chaque manifestation renforçait leur cause. Mais ils savaient que le verdict approchait, et avec lui, un tournant décisif. Un soir, alors qu'ils dînaient avec Camille et Claire, une nouvelle inattendue arriva. Un député, sensibilisé par leur combat, avait déposé un projet de loi pour garantir la couverture des soins liés à la transition et au VIH dans toutes les assurances françaises. « C'est grâce à vous, » dit Claire, un sourire rare sur le visage. Lynn, émue, serra la main d'Éloi. On a fait bouger les choses. Mais la victoire n'était pas encore acquise. Les avocats de l'assurance, sentant la pression, lancèrent une dernière offensive. Ils publièrent un rapport biaisé, accusant Lynn et Éloi de fraude financière. Les accusations, bien que fausses, firent des vagues. Certains médias, avides de sensationnalisme, reprirent l'histoire sans vérifier. Lynn, en lisant les gros titres, sentit une colère sourde monter. « Ils ne savent plus quoi faire pour nous arrêter », dit-elle. Claire, avec son sang-froid habituel, contre-attaqua. Elle organisa une conférence de presse, où Lynn et Éloi racontèrent leur vérité. Leur sincérité, leur vulnérabilité touchèrent des millions de personnes. Les accusations s'effondrèrent, et l'assurance perdit encore plus de crédibilité. Alors que le verdict approchait, Lynn décida de peindre une nouvelle fresque, cette fois sur un mur prêté par la mairie du 11e arrondissement. Elle y représenta une foule arc-en-ciel, main dans la main, sous un ciel étoilé. « C'est pour nous tous, » dit-elle à Éloi, en essuyant la peinture de ses mains. Il surit, emu. C'est magnifique. Comme toi. Le jour du verdict, le tribunal était bondé. Lynn et Éloi, main dans la main, attendaient, le cœur battant. Camille, à leur côté, filmait en silence. Claire, confiante mais tendue, relisait ses notes. Lorsque le juge prit la parole, un silence lourd envahit la salle. La Cour reconnaît que la décision de l'assurance constitue une discrimination illégale, déclara-t-il. Un cri de joie éclata dans la foule. Lynn, les larmes aux yeux, serra Éloi contre elle. Ils avaient gagné. L'assurance fut condamnée à rétablir tous les soins, à payer des dommages et à publier des excuses publiques. Mais surtout, leur combat avait ouvert la voie à une réforme nationale. La victoire était douce, mais pas sans amertume. Lynn et Éloi savaient que leur combat avait laissé des cicatrices. Les menaces, les nuits blanches, les doutes les avaient marqués. Mais ils avaient aussi gagné quelque chose de précieux, une communauté, une voix, un avenir. Les semaines qui suivirent le verdict furent un tourbillon. Lynn et Éloi furent invités à des émissions, des conférences, des festivals. Leur histoire inspira des documentaires, des chansons, des œuvres d'art. Lynn, fidèle à elle-même, continua de peindre, ses fresques devenant des symboles d'espoir à travers la France. Éloi, quant à lui, trouva un nouveau sens à sa vie en devenant porte-parole pour des associations LGBT. Mais ils n'oublièrent jamais ceux qui les avaient soutenus. Camille, désormais une figure incontournable du militantisme, lança sa propre plateforme pour amplifier les voix marginalisées. Claire, fidèle à sa mission, continua de défendre les opprimés, son bureau toujours encombré de dossiers. Un soir, sous la tour Eiffel illuminée, Lynn et Éloi se retrouvèrent seuls. La ville, apaisée, semblait leur appartenir. « On a changé les choses », murmura Lynn, les yeux fixés sur les étoiles. Éloi, enlaçant sa main, répondit « Non. On a rappelé au monde qu'on existe. » Leur combat, né d'une injustice, avait transformé la France. La loi, adoptée quelques mois plus tard, garantissait des droits pour tous, sans distinction. Mais pour Lynn et Éloi, la vraie victoire était ailleurs, dans leur amour, dans leur résilience, dans chaque personne qui, grâce à eux, osait désormais vivre sa vérité. Et tandis que Paris scintillait sous la nuit, ils savaient que leur histoire, comme un arc-en-ciel, continuerait d'illuminer les cœurs.